exécutive européenne pour la recherche qui va vous présenter donc l'action CoFund et l'appel 2023. Daniela, c'est à vous. Oui, bonjour, merci. Bonjour à tout le monde. Je vais commencer à partager mon écran. On a fait le test, mais j'aimerais savoir si vous voyez mon écran? Oui, parfait. OK, super. OK, bon. Bienvenue à tout le monde. Je suis, je suis ravie de vous accueillir pour faire cette présentation sur, le programme, Marie Skłodowska-Curie, CoFund, en effet. Donc, je travaille à l'agence de recherche depuis 2015 et sur les co-funds depuis 2017. Donc, j'espère avoir l'expertise pour pouvoir répondre à vos questions. Je suppose qu'à part cette présentation, vous êtes bien intéressé de savoir quelques petits détails et recevoir des astuces sur les applications pour l'année prochaine, quand on aura 2 appels. Donc, je vais commencer par cette description de l'action de MSI CoFund. Donc, c'est une action bénéficiaire pour cofinancer des programmes nationaux, régionaux et institutionnels nouveaux existants pour la formation doctorale et les bourses postdoctorales. On va se concentrer sur la diffusion des meilleures pratiques de MSCA en promouvant des normes élevées dans le processus de recrutement et des conditions de travail excellentes, introduire des effets structurants durables en favorisant une formation à la recherche excellente et durable, la coopération, la mobilité internationale, intersectorielle et interdisciplinaire, et encourager les synergies avec les fonds de la politique de cohésion ainsi qu'avec la facilité pour la reprise de la résilience. Les programmes pourraient se concentrer donc sur des disciplines spécifiques, notamment lorsqu'ils sont basés sur des stratégies de spécialisation intelligence, qu'en anglais on appelle Smart Specialization Strategy. Les modalités donc pour financer ce type d'actions sont pour des formations doctorales, c'est-à-dire proposer des activités de formation à la recherche pour permettre aux doctorants de développer et d'élargir leurs aptitudes et compétences. Ils conduiront à l'obtention d'un doctorat dans au moins un État membre de l'Union européenne ou dans un pays associé à Horizon Europe. Les activités de formation doivent être basées sur les principes de l'Union européenne, sur la formation doctorale innovante. Ensuite, une autre modalité, ce sont les programmes qui proposent des bourses postdoctorales, qui financent des bourses individuelles de formation en recherche avancée et de développement de carrière pour les chercheurs postdoctorants. Les programmes devraient offrir une formation pour développer des aptitudes et des compétences clés transférables communes à tous les domaines, favoriser l'innovation et l'esprit d'entrepreneuriat et de promouvoir et le cas échéant récompenser les pratiques de la science ouverte, qu'on appelle maintenant Open Science. Qui pourrait appliquer pour ce type de financement de la part de l'Union européenne? Ce sont les entités juridiques uniques établies dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays associé à Horizon Europe. Tous les bénéficiaires doivent recruter au moins 3 chercheurs. C'est l'un des demandes minimum dans ce type de programme. Ils sont tenus d'héberger dans leurs locaux et d'encadrer les chercheurs recrutés directement ou par des partenaires qui sont liés aux bénéficiaires. Les actions CoFund s'adressent au secteur académique et non académique de la même manière. Donc, les applicants peuvent provenir du secteur académique, c'est-à-dire des établissements d'enseignement supérieur publics ou privés, des organismes de recherche publics ou privés à but non lucratif et des organisations internationales de recherche européennes. Les autres du secteur non académique peuvent être tous les acteurs socio-économiques non inclus dans le secteur académique. Donc, la définition est assez large. Voilà
des exemples de structures possibles, c'est-à-dire, c'est une organisation qui va obtenir, qui va soumettre la proposition et va obtenir la, le financement de la part de l'agence de recherche et qui ensuite, à travers des accords de partenariat, va coordonner la distribution des chercheurs recrutés dans d'autres institutions. Une autre structure, c'est d'avoir en même temps le recrutement coordonné par ce bénéficiaire, une université, et ensuite avoir d'autres chercheurs recrutés par d'autres universités en même temps, en partenariat toujours. Ou un point unique, c'est-à-dire une seule université, une seule institution, un seul acteur qui va tout faire, qui va recruter tous les chercheurs et il n'y aura pas des autres partenaires, disons, inclus pour encadrer les chercheurs. Voilà encore des détails sur les types de partenaires. Partenaires à la mise en œuvre, ce qu'en anglais on appelle implementing partners. Ce sont des personnes légales qui reçoivent un soutien financier de la part du bénéficiaire et mettent en œuvre le programme doctoral ou postdoctoral. Ou ce sont des partenaires associés, des entités qui participent à l'action, par exemple en assurant une formation ou des stages, mais sans droit de facturer des frais ou de réclamer des contributions. Sur le financement, sur le co-funding, le montant maximum qu'un bénéficiaire peut recevoir par appel est de 10 millions €. Cela n'a pas changé comparé à Horizon 2020. Ici, je pourrais ajouter que les 10 millions ne sont pas limités à un seul projet, donc un bénéficiaire peut soumettre 2 propositions et être, bien sûr, financé pour les 2 si le score à la fin est suffisamment élevé. Mais le montant total pour les 2 projets, disons, ne peut pas dépasser les 10 millions €. Donc il faut faire attention. La durée, comme vous le savez, de maximum 60 mois, 5 ans, qui n'a pas changé, cela non plus. Et comme je disais avant, la durée minimum d'un contrat, c'est de 3 mois. Une autre demande, c'est sur le recrutement, c'est d'avoir minimum 3 chercheurs embauchés dans une institution et de publier tous les annonces pour le recrutement, pour les appels, pour les recrutements des chercheurs sur Euraxis. Voilà sur quelques détails sur l'éligibilité des chercheurs pour la formation doctorale. Les chercheurs ne doivent pas avoir un doctorat à la date limite de l'appel du programme cofinancé. L'inscription est obligatoire dans un programme doctoral une fois qu'ils sont sélectionnés. Pour les bourses postdoctorales, les chercheurs titulaires d'un doctorat à la limite de l'appel du programme cofinancé seront donc éligibles à être financés. Ils peuvent avoir toute nationalité et comme vous le savez, la règle de mobilité de MSCI, c'est les chercheurs ne doivent pas avoir résidé ou exercé leur activité principale dans le pays du bénéficiaire recruteur ou du partenaire à la mise en œuvre pendant plus de 12 mois au cours des 36 mois précédant immédiatement la date limite de l'appel du programme cofinancé. Les différences principales entre comparées à Horizon 2020 pour le GoFund sont sur l'éligibilité des chercheurs. Donc, l'expérience en recherche équivalent à temps plein ne s'applique plus. La contribution de l'Union européenne couvre la rémunération minimale requise et peut être utilisée de manière plus flexible par l'intermédiaire des coûts unitaires. Il sera possible de demander une allocation de congé de longue durée ou une allocation pour besoins spéciaux. Concernant les stages, sont limités à un tiers de la durée de la bourse
doctoral ou postdoctoral, l'introduction d'un label d'excellence MSc Cofund est possible maintenant pour les candidatures qui obtiennent un score de plus ou égal à 85%. Les critères d'attribution sont les mêmes. Il s'agit de l'excellence, de l'impact et de la qualité et efficacité de l'implémentation qui sont notés, comme vous le voyez, à 50%, 30% et 20%. Donc, ce sont les critères qui s'appliquent aux propositions que vous allez soumettre. La structure du budget et la mise en œuvre du projet. Donc, il s'agit de cotisation unitaire, qui est nouveau par rapport à Horizon 2020. Il y a des nouvelles catégories de coûts. Pour les formations doctorales, la contribution minimale est de 2 800 €. C'est ce qu'on appelle maintenant unité demandée. Donc, pour chaque mois, le bénéficiaire, pour chaque chercheur, peut recevoir ce montant de 2 800 €. Pour les bourses postdoctorales, il s'agit d'un montant plus important de 3 980 €. Le budget total du programme cofinancé, les candidats doivent préciser dans leur proposition le coût total de leur programme proposé et en particulier les montants qui seront fournis au profit des chercheurs et de l'organisation ou des organisations qui mettront en œuvre le programme, c'est-à-dire le montant des salaires et le montant des allocations que les chercheurs vont recevoir ou que les organisations qui feront la mise en œuvre du projet vont recevoir pour permettre la mise en œuvre des programmes de recherche cofinancés. Encore des nouveautés par rapport à Horizon 2020. La contribution de l'Union européenne couvre donc la rémunération minimale et peut être utilisée de manière plus flexible. Donc, il ne s'agit plus de deux catégories de coûts, mais il s'agit seulement d'une catégorie de coûts qui diffère pour les programmes doctoraux et postdoctoraux. Donc, nouveau, une indemnité de congé de longue durée pour couvrir les frais de personnel engagés par les bénéficiaires en cas de congé des chercheurs, y compris les congés de maternité, paternité, parentaux, de maladie ou spéciaux de plus de 30 jours consécutifs. Une autre nouveauté, c'est l'allocation qui peut être accordée pour les chercheurs aux besoins spéciaux pour contribuer aux coûts supplémentaires pour l'acquisition des articles et de services pour leurs besoins. Par exemple, assistance par des tiers, adaptation de l'environnement de travail, frais de déplacement ou de transport supplémentaires. Les congés de longue durée et les allocations pour besoins spéciaux doivent être demandés en cas de besoin. Donc, dans le cas où vous êtes dans cette situation, il faut contacter l'officier du projet et présenter le cas et les besoins spécifiques identifiés. Chaque bénéficiaire partenaire chargé de la mise en œuvre doit recruter chaque chercheur, doctorant ou postdoctorant éligible dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat direct équivalent avec une couverture sociale complète. Donc, c'est un contrat à plein temps, avec tous les droits y compris, mais à durée limitée. Lorsqu'un contrat de travail ne peut pas être fourni en raison de la législation nationale, qui se passe très rare, mais parfois il nous est arrivé d'avoir des modifications législatives dans certains pays, le bénéficiaire peut exceptionnellement recruter le chercheur doctorant ou postdoctorant dans le cadre d'une bourse à montant fixe. Dans ce cas, l'indemnité de séjour sera réduite de moitié et le bénéficiaire devra s'assurer que le chercheur, doctorant ou postdoctorant bénéficie d'une couverture sociale minimale. Les sélections des chercheurs la sélection des chercheurs, excusez-moi, doit suivre une procédure de sélection ouverte, transparente, fondée sur le mérite, impartiale et équitable, avec des postes vacants annoncés et publiés au niveau international, y compris sur le site Euraxis.
La sélection doit être basée sur un examen international par les pairs pour les programmes postdoctoraux. Ce qui est important aussi, le programme de formation doit offrir une grande variété d'opportunités aux chercheurs de faire l'expérience de stage, y compris intersectorielle, donc aussi l'industrie peut être inclus ici, de bénéficier d'une formation à la recherche ou des compétences transférables, ainsi que d'éléments innovants et interdisciplinaires du programme proposé. Les chercheurs doctorants ou postdoctorants doivent consacrer à temps plein pour le projet. Le temps partiel est autorisé pour des raisons personnelles ou familiales après l'accord préalable de l'arrière et peut être demandé seulement pour les postdoctorants de COFAND, donc pas pour les doctorants. Les détails sur les appels de 2023-2024. Donc, exceptionnellement, l'année prochaine, on aura deux appels qui seront ouverts. Donc, le premier en COFIND 2023, c'est l'ouverture la date d'ouverture est de 10 octobre 2023 et l'appel va se fermer l'année prochaine, le 8 février 2024. Comme vous le savez, il y a un autre programme qui est en cours avec la date de fermeture de 8 février 2023, pour lequel donc on reçoit des appels de la part des candidats. Et pour 2024, il y aura un seul qui sera ouvert le 8 octobre et fermé l'année prochaine, donc le 6 février 2025. Les budgets sont un peu augmentés comparé aux années précédentes. Donc, pour l'année prochaine, pour l'appel de 2023 d'octobre, le montant, c'est de 96,57 millions d'euros et pour l'autre, 99,28 millions d'euros. Voilà la fin de ma présentation. J'espère que c'était plus ou moins ce que vous attendiez de ma part. Oui, merci beaucoup, Daniela. Merci. Donc, on va pouvoir prendre quelques questions maintenant. Bien sûr. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. N'hésitez pas, voilà, c'est le moment si vous avez des questions à poser à Daniela sur les appels à projets, sur les appels de l'année précédente, sur celui de cette année, sur l'évaluation. C'est le moment. Vous pouvez aussi lever la main. Donc, j'étais vraiment claire. Oui, c'était très, très clair. Merci beaucoup. Bon, Alors, de toutes les façons, moi, je vais rester en ligne encore un peu. Donc, s'il y aura des questions, je serai là pour répondre. pardon, il y a quelqu'un, donc il y a Mariama Cotran qui demande si on peut revenir sur le tableau de financement des bourses. Juste un instant, je vais. Oui, donc il y a quand même quelques questions qui arrivent. OK. On va attendre juste un peu. Donc, moi, je suppose qu'il faudrait des détails sur ce tableau-là, sur les cotisations unitaires, peut-être. Oui, est-ce que c'est bien de oui, c'est ça, oui. OK, je vous écoute. Oui, Mariama, si tu veux, je peux activer ton micro. Merci Eugénia. Oui, non, parce qu'on est passé très, très vite là-dessus. Alors, je voulais juste comparer avec ce que je connais des autres programmes Marie Curie. Donc, on a une allocation de 2 800 €, mais donc on n'a pas
comme dans les autres programmes, Researcher Allowance, Research and Networking Costs, Management Non, Costs, tout ça? non, non. Le management cost, il y avait des coûts institutionnels qui ont été enlevés pour Horizon Europe. Donc, ça, c'était pour Horizon 2020, les coûts institutionnels. D'accord. Et donc, ce montant-là est censé Inclus, couvrir oui, le quel... salaire et Oui, les coûts institutionnels. d'accord. Et c'est censé financer quel pourcentage du coût total pour un chercheur? C'est tout ce que vous recevez pour un chercheur de la part de l'Union européenne. D'accord, mais ça doit couvrir 50% du coût total du Il n'y a pas un programme. pourcentage. Il n'y a Il n'y a pas pas un de pourcentage pourcentage. obligatoire. Non, non, non. 50%, c'était pour FP7, si je me rappelle bien. Donc, il y a 2 programmes. C'était à 50%. Ensuite, pour H2020, on a changé. On a eu toujours des cotisations unitaires, on a eu les 2. Donc les living allowance et les management allowance, donc les coûts pour les salaires et les coûts pour les dépenses institutionnelles. Mais maintenant, il n'y a qu'un seul montant. D'accord. Mais vous avez aussi la flexibilité d'utiliser, donc de ne pas avoir des limites, c'est-à-dire, il y avait des limites. Il fallait payer le minimum, le living allowance et l'autre montant ne pouvait pas être utilisé pour autre chose que pour les coûts institutionnels. Maintenant, vous avez la flexibilité d'utiliser ce montant pour, couvrir les coûts et les salaires des chercheurs, en tant que vous voulez. D'accord. D'accord. OK, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup, Daniela. Alors, Oui, il y a d'autres questions qui arrivent, notamment par rapport au processus de sélection des candidats. Donc, il y a une question oui. posée par Sylvie Nisson, qui voudrait savoir s'il y a un minimum d'experts externes, si je comprends bien, qui doivent être impliqués dans le jury de sélection. Oui, bonjour Sylvie, on se connaît. Non, il n'y a pas un minimum, mais pour les programmes postdoctoral, donc il faudra assurer la présence des experts internationaux à chaque étape du processus de sélection. Oui, donc effectivement, il faut qu'il y ait des experts externes, mais il n'y a pas de minimum indiqué Il par n'y les a pas de pourcentages à minimum respecter. indiqué. Mais Non, peut-être pour avoir un peu un ordre d'idée, euh, est-ce qu'il y a un peu un ordre de grandeur que vous pouvez nous conseiller? non, je ne peux pas vous donner des conseils pareils, mais il y aura les experts et on peut éventuellement. Qu'est-ce qu'elle dit? Excusez-moi, j'ai pas suivi. Elle a envoyé un message. On peut éventuellement avoir des panels d'experts, donc. Alors, Sylvie, je vais également activer votre micro pour que vous puissiez nous expliquer votre question. Mieux peut-être, oui. Alors, vous pouvez normalement activer votre micro maintenant. Ouais, voilà. Bonjour Daniela. Bonjour Sylvie. Ce que je voulais juste savoir, c'est si effectivement on doit toujours avoir les étapes de peer reviewing, etc. Donc ça n'a pas de problème. Oui, Soit oui. externe aux organismes porteurs du projet. Mais est-ce qu'on peut éventuellement simplifier les choses en ayant des panels thématiques ou est-ce qu'il faut à chaque fois qu'on ait bien pour un projet un ou deux ou trois experts, etc., identifiés? Ou est-ce qu'on peut demander à un panel de sélectionner, de discuter sur un panel, par exemple, je sais pas, en chimie organique, qui regarderait tous les projets chimie organique et qui, du coup, donnerait son évaluation de manière en une seule fois, en fait, après avoir forcément regardé les projets, etc. Ou est-ce qu'il faut mieux rester sur un système classique, un expert pour un expert par projet, ou deux experts par projet? Bah, un expert par projet, je ne vous conseille pas. Donc, Non, si non, vous deux avez un experts par panel, projet, minimum deux expertises concordantes par projet, en fait. oui,
Donc, minimum serait 2 et un troisième serait bienvenu. Donc, si vous suivez plus ou moins le même processus de sélection comme pour les bourses individuelles, vous allez voir que bon, le plus on a des experts, le plus on a un degré d'objectivité sur l'évaluation d'un projet de recherche. Moi, je le donne comme exemple parce que ça fonctionne chez nous. Donc, c'est le système de sélection appliqué par l'agence de recherche pour les bourses individuelles. Bon, on les appelle maintenant, on les appelle PF. Donc, voilà, ce système-là assure une objectivité dans le processus d'évaluation d'un projet. Maintenant, si vous avez un panel qui est composé par 10 experts et les 10 experts sont alloqués à 3 ou à 4 ou à 2 pour évaluer des propositions des projets de recherche dans le cadre d'un programme. Alors, ça peut aussi fonctionner, bien sûr. Donc, mais finalement, ce sont les experts que nous, on va sélectionner qui vont évaluer le degré de transparence de vos programmes de sélection des chercheurs. Oui, Donc, effectivement, ouais. ça dépend de la manière, ça dépend aussi de la manière de présenter le système de sélection. Donc, si vous avez un panel, bien sûr, pour les projets qui seront soumis dans le secteur de chimie ou de physique, il faut savoir expliquer comment vous allez alloquer les experts pour évaluer les propositions et aussi dans les étapes suivantes pour ceux qui sont au-dessus de threshold qui vont passer à l'étape de l'interview. Donc, mais il faut assurer la présence des experts internationaux donc à chaque étape pour les postdoctorants. Ok, merci beaucoup. Alors, on va passer à une autre question, Avec plaisir. si Oui. vous êtes d'accord. Bien sûr. Donc, il y a une autre question que je trouve assez intéressante. Donc, c'est pour savoir si les écoles de commerce peuvent participer au co-fund, au programme doctoraux co-fund. Et donc, la particularité des écoles de commerce en France, c'est que les diplômes qu'ils délivrent, ce ne sont pas des diplômes nationaux. Donc, ils ne sont pas reconnus par l'État comme diplômes nationaux. C'est des diplômes privés. Et donc, à mon interprétation, ce ne sera pas reconnu dans un cadre d'un co-fund doctoral. Donc, je vous laisse nous confirmer, Daniela. Bon, si c'est pas reconnu au niveau national, alors elles seront pas reconnues. Les diplômes ne seraient pas reconnus aussi bon, au niveau européen. Donc, c'est la législation nationale qui est, disons, qui fait la différence dans ce cas-là. Ok, merci. Et donc, oui, peut-être pour compléter, du coup, par contre, les écoles doctorales, les écoles de commerce, pardon, pourront quand même participer à un programme en tant que partenaire associé pour participer à la formation ou accueillir les doctorants en secondment, mais ils ne pourront pas participer pour les recruter, notamment délivrer de diplômes dans le cadre de ces programmes. Oui. Alors ensuite, il y a une question concernant le document qui s'appelle The Principles for Innovative Doctoral Training, donc qu'on conseille souvent de respecter pour les porteurs de projets. Et donc Cécile O'Brien voudrait savoir s'il y a une version plus récente que celle de 2011. Donc moi, j'en ai pas connaissance. Est-ce que vous pourriez répéter le nom? Principles for Innovative Doctoral Training. Non, moi je pense pas. Je pense pas qu'il y a une actualisation. Je vais chercher quand même. Si je trouve quelque chose, je vous enverrai le lien. Comme ça, vous pourriez l'envoyer ensuite aux participants. Ok, parfait, entendu, merci. Et ensuite, donc, il y a une demande de clarification par rapport au salaire. Donc, est-ce que les salaires sont comptés, charges comprises,
Oui, donc les salaires sont... Donc, ce que vous avez ici, Oui. des forfaits, c'est des cofinancements. Oui, bien Et sûr. après, donc, vous devrez indiquer dans votre dossier de candidature, avec le cofinancement que vous apportez, donc les montants, ça va être les coûts auto-employeurs, donc avec les charges patronales et des charges salariales. Et attention, on vous invite à être extrêmement vigilant aussi dans vos annonces après, pendant le processus de sélection. Il faut indiquer le salaire brut et pas brut chargé, parce qu'il y a beaucoup de confusion chez les candidats. Il y en a certains après qui pensent que ce qui est affiché, donc c'est du brut, alors qu'en réalité c'est du brut chargé, et ils peuvent être assez déçus de leur montant final après. Donc, Oui. on vous invite à être assez transparent là-dessus. Je- Une autre... Oui, Excusez-moi, si je peux ajouter quelque bien chose, on a eu sûr. beaucoup de plaintes sur ce sujet-là, parce que les bénéficiaires, surtout les nouveaux, ne sont pas trop au courant avec les attentes de la part des candidats. Donc, surtout pour les non, pour les candidats qui viennent en dehors de l'Union européenne, qui ne sont pas familiarisés avec le système de salaire et des cotisations enfin, dans les États membres de l'Union européenne. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on fait la publication des appels au projet. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ce complément. Ensuite, donc, il y a aussi une question par rapport au label HRS 4R. Est-ce qu'il est nécessaire pour les recrutements co-fund? Ah, on vous entend plus, Daniela. Désolée. Oui, j'avais fermé le micro. Le label, pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Oui, est-ce que le label HRS 4R, Human Resources Strategy for Researchers, Oui, est c'est nécessaire? obligatoire. Oui. Merci pour cette information. Et donc ensuite, une autre... Excusez-moi, Oui. c'est une nouveauté, ça? Que le label HRS 4R est obligatoire? C'est pas obligatoire, c'est recommandé. Excusez-moi. Non, c'est Ah, pas obligatoire, c'est recommandé. D'accord. Mais la plupart des propositions incluent. Donc, la plupart des candidats, disons, sont en train de l'obtenir. d'accord. Ok, donc les candidats ont quand même intérêt d'obtenir pour Oui. ce label et voilà, en Oui, cas c'est une de... garantie pour, oui, c'est une garantie pour les experts qui évaluent les propositions que l'organisme qui est candidat pour recevoir ce cofinancement a des standards très élevés pour le recrutement des candidats. Donc, c'est Entendu. important. Merci. Une autre question, et on va peut-être... bon, quoique, il nous reste encore quelques minutes. Une autre question au sujet des forfaits. Donc, une Oui. allocation postdoc de 3 000, donc la question de Sylvie Nisson, de 3 980 € couvre le total payé par l'employeur pour le salaire et ne tient pas compte de la mobilité ni des frais de training. Alors oui, donc c'est, bon, Oui. je me permets, donc c'est une, enfin, en fait, après, vous pouvez la reventiler quand vous voulez en fonction du cofinancement que vous apportez. Donc ça correspond au minimum que vous devez payer comme salaire. Bon, sachant qu'en France, ce n'est pas suffisant, vous êtes de toute manière obligé de compléter. Mais après, si vous apportez, par exemple, le cofinancement pour le salaire, vous pouvez utiliser une partie restante pour payer, par exemple, les frais de training ou la bourse de mobilité. Alors après, il y avait 2 questions auxquelles j'ai répondu dans le chat. Alors, et donc il y a Ed Mitchell qui demande Oui. si on peut donner un acronyme pour le Recruitment Standard. Donc j'imagine il s'agit de HRS 4R, donc ce qui veut dire Human Resources Strategy for Researchers.
on pourra vous mettre le lien tout à l'heure dans le chat si vous souhaitez, pour plus d'informations. Et donc Sylvie Nissan dit que nous avons l'ESSEC comme partenaire, car ils sont associés à notre école doctorale. Après, il faut voir, donc il y a peut-être certaines écoles qui ont un statut particulier, mais pour la plupart des cas, les écoles de commerce, ils ne délivrent pas le diplôme d'État. Et tant que le diplôme n'est pas reconnu comme diplôme d'État, comme je vous ai dit, ils pourront participer à la formation, mais ils ne pourront pas délivrer le diplôme. Ou alors, il faut... Exactement. Ouais. Juste Eugénia, sur cette Oui, question, oui. pour préciser les choses, une école de commerce qui délivre pas un diplôme d'État, mais qui recrute et fait inscrire ses doctorants dans une école doctorale d'un établissement partenaire du projet, ça fonctionne. D'accord. Enfin, c'est une question. Parce que, par exemple, un organisme de recherche qui délivre pas les diplômes, comme le CNRS ou l'INSERM, peut très bien participer dans un projet CoFound, recruter dans un doctoral programme, mais dans la mesure où les doctorants sont inscrits dans un programme doctoral qui leur permet d'obtenir in fine un diplôme reconnu à l'échelon national. C'est juste que le diplôme de l'école de commerce ne suffira pas. Il faudra qu'ils soient inscrits, de ce que je comprends, de la règle. Oui, c'est ce que je comprends aussi. Donc effectivement, qu'il faut qu'ils soient inscrits dans une formation qui vise la délivrance d'un diplôme. Et donc ce diplôme qui est délivré doit être un diplôme d'État. Oui, mais ça les empêche pas de recruter dans un cofound. Si, dans la mesure où le doctorant recruté sera inscrit dans un programme doctoral qui lui permettra d'obtenir un diplôme national, non? Oui, bien sûr. Si je peux intervenir, il y a un Bien sûr. projet CoFund qui lie plusieurs partenaires, école de commerce aussi CNRS, qui est implémenté en France justement. Je ne veux pas donner le nom, mais les diplômes sont délivrés par cette institution, disons, qui fonctionne comme un sort de parapluie, qui embauche les chercheurs. Et ensuite, enfin, qui fait la sélection des chercheurs et ensuite ils sont embauchés dans les écoles. Mais les diplômes ne sont pas délivrés par les écoles ni par CNRS. Donc, c'est cette institution au niveau national au niveau de la région Île-de-France qui fait la livraison des diplômes. Donc, c'est une autre structure. Mais les diplômes sont reconnus au niveau national. Donc, c'est ça la différence. Je vous enverrai, Eugénia, le nom du projet après. Comme Ok, ça, entendu. vous pouvez avoir une idée de ce type de collaboration. C'est un peu particulier. Je pense que c'est nouveau aussi. Ok, merci. Oui, ça sera très intéressant. Alors, il y a Mariama qui a une dernière question sur le cofinancement. Oui, je pense qu'on peut prendre encore une dernière question. Oui, c'est juste pour être sûr d'avoir bien compris, hein, pardonnez-moi d'insister, mais du coup, ce serait possible de faire une candidature où on demande, enfin, donc pour un programme doctoral dont le coût est de 100%, d'avoir un financement de la Commission européenne de 80% et un cofinancement qu'on apporte de seulement 20%, par exemple? Alors, moi, je ne parlerai pas des pourcentages, disons, parce que vous allez. Donc, c'est très important de savoir que vous êtes en concurrence avec d'autres programmes au moment du recrutement des chercheurs. Donc, le plus ils feront votre programme avantageux, le plus attractif il sera pour eux. Donc, vous allez avoir des candidats très compétents et un niveau très élevé. Donc, c'est à vous de décider combien vous allez payer de ces montants que l'Union européenne offre aux chercheurs et de savoir présenter votre programme d'une manière attractive. Donc, il ne s'agit pas de pourcentage. Moi, je ne vous conseille pas de vous limiter au pourcentage parce que c'est pas ce que les experts cherchent. Donc, D'accord. Mais en termes d'éligibilité, il n'y a pas de seuil minimum. non, non.
D'accord. Mais dans la pratique, il n'y a pas quelque chose qui se fait plus ou parce que moi j'avais retenu 50-50, hein, depuis toujours, mais soit je Non, ce suis n'est pas du tout à jour, soit c'est juste que c'est plus écrit, mais ça reste encore vrai. C'est ça ma question, en fait. Non, 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 c'est pas 50-50. Ça, c'était dans FP7, donc avant même Horizon 2020. Donc, pour Horizon 2020, il y avait un bac dans le système qui présentait comme contribution de l'Union européenne comme 50%, mais ce n'était pas du tout 50%. Donc, le budget total pourrait même dépasser le double ou le triple de la contribution de l'Union européenne. Donc, c'est pas 50%. Ça, c'était valable pour FP7. On a modifié. Donc, on a modifié depuis H2020 et maintenant Horizon Europe, c'est même plus simplifié. Donc, vous avez des coûts unitaires et c'est à vous de décider comment vous allez dépenser cet argent. Si vous voulez les concentrer seulement pour les salaires, vous pouvez le faire. Et sinon, vous pouvez alloquer une partie pour les salaires de chercheurs, une partie pour les coûts institutionnels ou pour les coûts de mobilité. C'est à vous de décider. D'accord. OK. Mariama, si tu veux, tu peux nous recontacter et on peut, enfin, on a des informations sur comment, sur pour les pourcentages de cofinancement apportés dans les projets financés. Donc, on peut pour l'instant, on n'a pas vraiment d'analyse, mais on peut regarder pour toi et te dire combien il y a de projets avec combien de pourcentage de cofinancement apporté. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup, Daniela. Avec Nous allons plaisir. passer maintenant à la prochaine présentation. Donc, si vous avez encore des questions, donc Daniela reste avec nous pour l'instant. Donc, vous pouvez aussi aller lui poser plus tard. Et maintenant, donc c'est moi qui vais vous présenter quelques statistiques de l'appel à l'année précédente, ainsi que le processus de candidature. Alors, est-ce que vous voyez bien mes slides? Oui, c'est bon. Parfait, merci. Donc, l'appel 2022, donc ici, vous avez quelques chiffres sur le nombre de projets évalués et retenus. Donc, dans les programmes doctoraux, 54 propositions évaluées et 16 retenues. Et pour les programmes postdoctoraux, 51 propositions évaluées et 14 retenues. Avec, donc, c'est le budget unique pour les deux panels. Et donc, le score seuil, il a été le même pour les deux panels de 92,8%. Donc, quand même un score assez élevé. Ensuite, ici, vous voyez la comparaison avec l'appel 2021, avec notamment les taux de succès qui ont un peu augmenté en 2022 par rapport à 2021, ainsi que le nombre de propositions financées qui a augmenté et un petit changement. Donc, il y a eu beaucoup moins de programmes postdoctoraux. Enfin, beaucoup moins, ouais, un peu moins par rapport à 2021. Et en revanche, le nombre de programmes doctoraux a un peu augmenté. Ici, vous voyez le nombre de propositions retenues par pays. Donc, la France est le deuxième pays bénéficiaire après l'Espagne, un nombre de projets retenus, et premier pays bénéficiaire en par capté, qui est de 21%. Ici, donc, on peut apercevoir les résultats français par panel. Donc, les 6 projets retenus en France, c'était des projets doctoraux, donc des programmes doctoraux. Et malheureusement, on a eu 0 programme postdoc. Il y a eu aussi beaucoup moins de propositions soumises pour les programmes postdoc. Et donc, le taux de succès français en tant que bénéficiaire est de 27%, qui est bon, dans la moyenne, et en tant que partenaire de 30%. Et ici, enfin, vous avez la liste des lauréats français pour l'appel 2022. Donc, l'Université Paris-Saclay, la Fondation Sciences et Mathématiques de Paris, Institut Humaine Télécom, Université des Pau et Pays d'Ardour,
Université Lyon 1 et École nationale des ponts et chaussées. Voilà, donc c'était brièvement quelques statistiques. Et maintenant, on voulait vous présenter le dossier de candidature, car on a souvent des questions, notamment des porteurs, des primo-déposants, sur la manière dont fonctionne le portail et le contenu du dossier de candidature. Donc là, le dossier de candidature se compose des parties A et des parties B. Donc la partie A doit être remplie en ligne. Il s'agit des formulaires administratifs. Donc il y a notamment des informations générales, le titre, l'acronyme, la durée du projet, l'information sur les participants, le budget global et le questionnaire sur l'éthique et la sécurité. Et ensuite, vous avez donc la partie B, le dossier technique à déposer. Donc il y a un dossier B1 qui est composé de 34 pages maximum, dont maximum 30 pages allouées aux parties excellence, impact et mise en œuvre, donc votre projet à proprement parler. Ensuite, vous avez une page de garde, une page pour la table des matières et 2 pages maximum pour la description générale du programme et les informations concernant le bénéficiaire. Et ensuite, vous avez également la partie B2. Donc les deux, ce sont des PDF qu'il faut déposer sur le portail du participant. Hop. La partie B2 se compose donc de la section sur l'éthique, une section sur les organisations partenaires et donc des lettres d'engagement. Alors, maintenant, comment enregistrer et soumettre une proposition? Donc, il faut se rendre sur le portail de la Commission européenne, créer un compte si vous n'en avez pas encore. Ensuite, une fois que vous êtes connecté, se rendre sur la page de l'appel à projet et donc sur la page de CoFund 2023, de l'appel à proposition CoFund 2023. Et dans la section Submission Series, vous devez cocher le type d'action choisi, donc CoFund doctoral ou CoFund postdoc, et ensuite cliquer sur Start Submission pour démarrer l'enregistrement de la proposition. Ensuite, vous devez mettre votre code PIC, indiquer voilà, ici. Donc, vous devez mettre votre code PIC. Si vous n'avez pas encore de code PIC, vous pouvez si vous ne connaissez pas votre code PIC, vous pouvez rechercher avec le nom de votre établissement pour savoir si votre établissement a déjà un code PIC. Et dans tous les cas, on conseille vraiment de vous renseigner pour savoir si votre établissement a déjà un code PIC pour éviter d'en créer un nouveau inutilement. Ensuite, vous devrez renseigner l'acronyme et le court résumé du projet, mais qui peuvent encore être modifiés dans vos parties A de votre proposition plus tard. Ensuite, donc, on arrive à l'étape des participants, donc où vous serez ajouter le bénéficiaire principal et vous donner des accès aux personnes de votre établissement. Et vous pouvez également ajouter des partenaires associés sur cette page. Et ensuite, donc voilà, depuis cette page, donc on arrive à la page dédiée à la proposition. Ici, vous pouvez accéder au formulaire administratif en cliquant sur Edit Form, télécharger des modèles de dossiers scientifiques en format modifiable. Et voilà. Et une fois que vous les avez téléchargés, vous pouvez les uploader en PDF et soumettre votre proposition. Donc c'était en bref la démarche pour soumettre un dossier de candidature. Et maintenant, je voudrais juste attirer votre attention vers les documents et les services fournis par le PSN pour vous aider dans la préparation de votre proposition. Donc tout d'abord, sur la page de l'appel à projet, vous trouverez tous les documents de référence de l'appel. Donc on vous conseille très fortement d'en prendre connaissance. Donc le guide du candidat, le programme de travail et le modèle standard du formulaire de candidature. Donc il est disponible en PDF sur la page de l'appel à projet. Et après, vous pouvez le télécharger en format modifiable
une fois que vous aurez enregistré votre dossier de candidature. Donc depuis votre espace sur le portail du participant. Et ensuite, donc, comme j'ai déjà mentionné, le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et vous pourrez accéder au replay depuis le portail national, donc la page dédiée au PCNM, aux actions Marie-Claude Sky-Curie. Et ensuite, il y a quelques autres événements que nous organisons prochainement pour les porteurs de projets. Donc, il y a un webinaire conseil d'écriture le 8 décembre. Donc, vous trouverez le lien ici depuis mes slides. Et les inscriptions sont déjà ouvertes, donc vous pouvez déjà aller vous enregistrer. Donc, c'est des conseils qu'on formule en nous basant sur l'analyse des rapports d'évaluation des années précédentes. Ensuite, donc cette année, pour la première fois, nous souhaitons proposer une session de coaching pour les porteurs de projets CoFund, donc les bénéficiaires français qui souhaitent répondre à l'appel 2023. Et donc, si vous connaissez déjà nos sessions de coaching pour Doctoral Network, qu'on présente qu'on propose depuis plusieurs années, ainsi qu'on les a proposées depuis 2 ans également pour les Staff Exchange. Donc, cette année, on aimerait également les proposer pour CoFund. Donc, c'est le format et donc chaque porteur de projet il se présente devant un jury composé du PCN, d'un lauréat et d'un expert relateur et présente présente son projet en suivant un format imposé. Et ensuite, il peut avoir un retour de conseils du jury sur sa proposition. Pour l'instant, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais vous pouvez déjà retenir la date qui est le 12 janvier. Et donc enfin, on va aussi prochainement publier le kit de montage de propositions qu'on met à disposition pour chaque appel à projet, dans lequel vous trouvez les différentes ressources à destination des porteurs de projets qui sont juste regroupées sur la même page pour plus de facilité. Donc, il y a une vidéo qui explique comment remplir les parties A du dossier de candidature. Il y a également le handbook, donc le guide à noter proposé par le réseau des PCN Marie Curie européens. Il y a également donc, les slides de notre webinaire conseil d'écriture, le replay de la session d'information et les documents constitutifs de l'appel à projet, donc le guide du candidat, le plan de travail, voilà, et le modèle standard du formulaire de candidature. Évidemment, donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous joindre à notre adresse générique et trouver les différentes informations et ressources depuis notre page sur le portail français dédié à Horizon Europe ou encore vous abonner à notre page LinkedIn. Et je voulais également dire quelques mots, donc je vais arrêter mon partage d'écran juste pour votre information. Donc, nous avons récemment initié donc un réseau de bénéficiaires français de programmes CoFund. Donc, comme il y a beaucoup d'intérêt en France pour ce type de programme, et donc on est plutôt voilà, des bons taux de succès pour permettre aux bénéficiaires de ce programme d'échanger d'échanger de bonnes pratiques sur la gestion et la mise en œuvre des programmes CoFund. Nous avons voulu créer ce réseau donc, qui vient d'être lancé au mois de septembre et pour l'instant est en train de se structurer. Si vous bénéficiez si votre proposition est retenue à l'appel de cette année, nous reviendrons vers vous sans doute pour vous proposer de rejoindre ce réseau. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Je peux répondre à quelques questions si vous en avez. Par rapport aux statistiques ou au dossier de candidature. S'il n'y a pas de questions, dans ce cas-là, je vais laisser la parole à nos 2 prochaines intervenantes. Donc, il s'agit de Anouchka Mathieu et de Anna Mingouzi de l'Université Grenoble-Alpes
et donc du programme Kwang, qui est un programme doctoral CoFund retenu à l'appel 2021, donc un programme financé dans le cadre d'Horizon Europe. Bonjour. Bonjour à tous. Je vais vous partager l'écran. Est-ce que vous pouvez voir la présentation? Oui. Super. Donc, nous, on va vous présenter le projet Kwang. Donc, c'est un programme doctoral. Donc, Kwang, c'est pour Quantum Grenoble. Donc, si vous l'avez deviné, on travaille sur le quantique et on est basé à Grenoble. On a débuté officiellement le projet au 1er janvier 2023 et on terminera du coup au 31 décembre 2027. L'objectif de Kwang, c'est de recruter et former 36 doctorants. Donc, on a 2 thématiques, les sciences quantiques et les technologies quantiques, sachant qu'on est assez large. Et pour faire ça, on va mettre en place 4 appels à thèse. Le premier a débuté à l'automne 2022 et le dernier doit avoir lieu au printemps 2024. Donc, de base, on a prévu 9 doctorants recrutés par appel à thèse. Je vous en reparlerai un peu après, mais on verra que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Donc, on va vous présenter le projet en 2 parties. Il y a Anna qui est la porteuse du projet, qui va tout de suite vous parler du montage. Et moi, je reprendrai la parole à la fin pour vous parler un peu plus du processus du recrutement. Très bien, donc merci. Et je vais commencer en vous parlant un peu comment on a monté ce projet Kwang. Tout d'abord, chez nous à Grenoble, c'est un site où la thématique est très porteuse, donc cette thématique des sciences et technologies quantiques. Donc, on a eu la chance d'avoir un grand vivier de personnes qui étaient à la fois des rédacteurs potentiels, des relecteurs potentiels. Donc, il y a eu vraiment une dynamique de groupe. Donc, on a commencé par former une équipe de rédacteurs et on s'est aussi appuyé sur un cabinet extérieur qui avait une expertise spécifique CoFund. Donc, ça a été vraiment essentiel. La personne qui nous a accompagnés est aussi dans la salle aujourd'hui, je crois. Elle s'appelle Madame Fabienne Brutin. Donc, on avait aussi une expertise en interne à Grenoble, les dépôts d'un précédent projet GREC, Grenoble Quantum Engineering, donc sur une thématique un peu différente, mais ça a été très utile. Donc après, en pratique, qu'est-ce qu'on a fait? On a beaucoup exploité des outils de rédaction partagée, par exemple. C'était très utile d'avoir un document partagé. Donc maintenant, c'est peut-être plus commun. À l'époque, c'était un peu plus nouveau. On avait aussi fait un calendrier très strict de rédaction. Donc ça, c'était très important. Et donc, en pratique, pour ce qui concerne la chronologie, on a démarré bien à l'avance. Donc, on a commencé pour une session de brainstorming où on a considéré plein d'idées, plein de choses, et puis on les a mis dans l'ordre dans un deuxième temps. Et après, en les mettant dans l'ordre, on a visé avoir un premier draft un bon mois avant la date limite. Ça peut être un draft complet. Donc, ça semble tôt, mais en réalité, c'est indispensable parce qu'après, ça nous a pris beaucoup de temps pour les relectures et les corrections. En particulier, on a fait relire les projets à d'autres personnes, donc des Grenoble, des membres de l'écosystème, de plusieurs nationalités aussi, pour avoir des retours qui correspondaient un peu à des différents types de background. Donc, en particulier un anglophone qui nous a été très utile pour nous corriger un peu dans certaines expressions qui étaient un peu trop du franglais. Et donc, et chaque fois qu'on avait ces relectures, après, on a implémenté les corrections et ça a pris beaucoup de temps, en fait. Mais ça vaut la peine parce que on a beaucoup amélioré dans cette deuxième partie. Voilà, donc on peut passer à la prochaine diapo. Donc peut-être, je me suis dit que si ça devait être utile pour quelqu'un qui doit rédiger un projet, j'ai mis en avant quelques points d'attention qui ont été très importants et que je vous conseille aussi de faire attention. Donc d'abord, il y avait un point lié au gender balance, donc les rôles des femmes dans la science. On s'est beaucoup interrogé parce que la thématique du quantique
elle est vraiment pas trop féminine et donc on tenait à donner des chances aux femmes aussi, à les attirer. C'était très important d'avoir parmi les pôles des rédacteurs 2 femmes scientifiques et on a beaucoup échangé entre nous pour réfléchir sur comment faire. Après, un autre point qui a été pas facile lors du montage du projet, c'était les participants locaux. Donc, c'est un projet co-fund qui regroupe plusieurs laboratoires. Et moi, je n'étais pas vraiment au courant de la structure locale des labos COA qui ont participé aussi. Donc, à un certain moment, on a dû s'ajuster un peu par rapport à ça. Et c'est toujours compliqué de faire les ajustements à la fin. Donc, je conseille de faire bien attention aux partenaires dès le départ. Un troisième point d'alerte, c'est les points qui portent sur les data management plan, donc qui est demandé dans la demande. Et on n'avait pas trop d'expérience sur ça dans l'équipe de rédaction, mais on a eu la chance d'avoir une cellule data à l'Université Grenoble-Alpes qui nous a un peu expliqué comment ça marche et qui nous a fait des retours très constructifs. Donc, pour ça aussi, je vous conseille je vais prendre les questions à la fin, pardon. J'ai vu passer des questions, mais c'est plus simple de vous répondre à la fin. Je vous conseille de demander et de voir sur place. Probablement, il y a aussi de l'expertise, il suffit de chercher. Un autre point qui nous a demandé de l'aide spécifique, c'était la partie qui porte sur l'impact économique du programme. Et comme les pools des rédacteurs étaient composés en majorité ou en totalité des chercheurs en sciences fondamentales, c'était un peu difficile de l'estimer, mais on s'est appuyé sur une collègue qui ensuite a monté une start-up et donc c'était une experte aussi de cette partie plus appliquée en valorisation. Encore un point vraiment crucial à faire très attention, c'est les lettres de soutien. Donc, on a voulu collecter des lettres de soutien des différents types de partenaires. Tout d'abord, les directeurs des laboratoires qui allons accueillir les doctorants et aussi les partenaires industriels et académiques parce qu'on a prévu des secondments, donc des stages de 2 à 4 mois selon les types de secondments. Et ça a été un peu critique de recevoir les lettres, même si on s'était pris à l'avance. Ce n'était pas assez à l'avance. Et on a encore reçu des lettres la dernière semaine. Donc, l'expérience me dit, si vous voulez avoir aussi des lettres, n'hésitez pas à les demander vraiment bien à l'avance et de mettre des dates limites très strictes. Ensuite, un autre point, grande partie du chantier, c'était les montages du budget. Donc, nous, on était au point où a changé, les règles des co-funds ont changé. Là, c'est les nouvelles règles qui vous ont été présentées avec les 2800 € par fellow donnés par l'Europe. Et donc, ça nous a pris un peu de temps pour comprendre qu'avec ces 2800 €, on devait tout faire, y compris payer d'autres choses, pas seulement les salaires. Donc, et en plus, il faut prendre en compte que le budget sera revérifié en grand détail par l'équipe montage projet de votre université. Et donc, pour ça aussi, il faut bien s'y prendre à l'avance parce que pour nous, ça a pris plusieurs semaines. Et enfin, on a aussi demandé une lettre, la lettre du président de l'université, mais ça a été important de la demander, ça aurait été plus important de la demander à l'avance parce qu'on a reçu les jours limites, donc bien sûr, on aurait dû se prendre mieux à l'avance. Voilà, donc ça, c'était les points d'attention principaux. Enfin, on passe à ma partie. Oui, et on passe à la partie... Voilà, donc merci à vous et je passe la parole à Anouchka. Oui, du coup, moi, je veux revenir sur le processus de recrutement. Donc, comme je vous disais, le projet, il a démarré officiellement au 1er janvier 2023, mais en fait, on a fait notre premier call avant le début du projet. Donc, on l'a fait à l'automne 2022. C'est très bien parce que ça fait gagner du temps, parce que bon, 5 ans, ça paraît long, mais au final, une thèse dure 3 ans, donc c'est pas si long que ça, 5 ans.
en faisant votre call avant le début du projet, ça permet de recruter les premiers doctorants dès février. Nous, la première doctorante, elle a été recrutée, je crois, le 13 février. Donc, ça fait à peine 6 semaines après le début du projet. C'est vraiment super si vous pouvez le faire. L'inconvénient, c'est que du coup, ça va nécessiter des ressources humaines et du financement en interne. Donc, comme c'est un co-fund, nous, on avait fait financer la partie salaire et la partie financement du call par un l'ABEX, qui est encore en cours d'ailleurs. Mais du coup, si vous pouvez faire la même chose, je vous le conseille, c'est vraiment très bien. Après les autres calls, on continue de dérouler. Là, actuellement, on est donc au 3e call, celui de l'automne 2023. On est en plein dedans, on va faire les présélections la semaine prochaine. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de vous présenter en détail un calendrier d'un call, les étapes clés, et qu'est-ce qu'il faut faire et comment on s'organise à Grenoble. Donc là, c'est le calendrier de l'appel à thèse qui est en cours, donc celui de l'automne 2023. Si on voit au premier point, on commence très tôt. On a commencé en mai à faire un appel à sujet de thèse. Donc comment on fonctionne, c'est qu'on a mis en place un site internet avec une interface de candidature en ligne. On dépose tous nos sujets de thèse. Donc c'est les chercheurs de la communauté grenobloise qui vont proposer des sujets et après les candidats doivent les contacter. Il faut vraiment qu'ils montent le dossier de candidature conjointement avec le chercheur. Ils ne peuvent pas le faire dans leur coin, c'est pas possible, pas comme on a monté le dossier de candidature. Donc, c'est volontaire de commencer très tôt parce qu'on demande, faut beaucoup mobiliser les chercheurs en fait pour qu'ils pensent à écrire leur sujet de thèse, qu'ils pensent à quel candidat ils pourraient proposer éventuellement. Il y en a qui ont déjà des candidats en tête. Du coup, on fait une ouverture de call très tôt aussi parce qu'on l'ouvre au 1er juin et on le ferme au 6 octobre. Donc, ça laisse tout l'été. C'est aussi volontaire parce que du coup, comme il y a juillet, août et qu'il n'y a pas toujours du monde, qu'en fonction des pays, ça change un peu les vacances, les 3 mois sont vraiment nécessaires, même si la majorité des candidatures arrivent quand même dans les 2 à 3 dernières semaines, surtout la dernière semaine. C'est toujours un peu la précipitation à la fin. Ensuite, on a une étape de présélection avec le comité de sélection. Donc là, ils vont juste se réunir entre eux pour présélectionner en fait les candidats qui vont être invités aux entretiens. Il n'y a pas tous les candidats qui posent une candidature qui vont passer un entretien. En décembre, on fait les entretiens, on donne assez rapidement les décisions et après, on demande aux candidats de bien accepter le poste parce que sinon, on va donner le job, la bourse à quelqu'un d'autre en fait. C'est pour éviter que certains candidats disent oui par principe et il y a beaucoup de candidats qui postulent à plusieurs bourses de thèse en fait. Donc, on essaie vraiment de s'assurer qu'ils vont rester avec nous jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on essaie d'être très rapide dans tout le processus de sélection. Donc, je reprends le point du début. Appel à sujet de thèse. Donc, de votre côté, il va falloir donc mobiliser les chercheurs. Les chercheurs vont commencer à vous envoyer des sujets. Il faut les publier. Il faut aussi lancer la promotion du call, donc sur tous les sites comme Euraccess, sur votre site internet, sur les sites de votre université, les réseaux sociaux, les sites spécialisés. Tout ce que vous voulez, en fait, il faut vraiment que l'appel à thèse apparaisse. On mobilise aussi beaucoup la communauté de nos chercheurs, toutes les communautés de chercheurs qu'on peut avoir à l'international. Au moment d'ouverture du call, vous allez commencer à avoir les premières questions des candidats. Donc, nous, ils nous contactent par mail. On s'est engagé à essayer de leur répondre sous 2 jours maximum. Et pendant ce temps-là, on continue la promotion du call, on continue à publier des sujets de thèse. On publie les sujets de thèse jusqu'à 3 semaines avant la date de fermeture du call. Et donc, on met bien au moment où on publie le call que les sujets de thèse sont mis à jour régulièrement et donc que les candidats ne doivent pas hésiter à se reconnecter régulièrement pour vérifier qu'il n'y a pas des nouveaux sujets qui pourraient les intéresser. Au moment de la fermeture du call, donc, comme c'est une plateforme en ligne, on peut vraiment la fermer au moment où on dit que c'est terminé. Donc nous, en général, c'est le vendredi à 17h. À 17h, c'est vraiment terminé. Ils ne peuvent pas nous envoyer un mail avec leur candidature à la fin pour dire oui, s'il vous plaît, j'ai pas eu le temps. C'est vraiment très strict. La seule chose qu'on laisse, on laisse 1 semaine en fait aux candidats pour nous envoyer les lettres de recommandation qui ne seraient pas arrivées parce qu'on demande du coup 2 lettres de recommandation par candidature. Et les lettres de recommandation doivent être envoyées directement avec le template qu'on a élaboré par la personne qui écrit la lettre de recommandation. Donc, comme des fois, il peut y avoir un peu des soucis au niveau des pare-feux, etc., on laisse 1 semaine de délai
pour envoyer lettres de recommandation et aussi les lettres d'engagement pour les second months. Donc, à la fermeture du call, tout de suite le soir, on vérifie et on classe les candidatures parce que certains candidats vont quand même essayer en fait de postuler de leur côté. Sauf que comme il y a des lettres d'engagement des laboratoires, etc., en fait, ils les mettent, mais elles ne sont pas signées. Donc, il faut bien vérifier auprès des laboratoires des fois qu'il n'y a pas eu un problème. Là, j'ai encore eu un candidat, en fait, elle avait fait tout le dossier, mais en fait, elle n'avait jamais contacté le chercheur, il ne la connaissait pas. Et du coup, il m'a dit, en fait, je ne la présente pas. Donc, il faut bien vérifier tout son dossier, que les candidats sont éligibles, etc. Et après, dès le lundi, en fait, on commence à envoyer les dossiers pour les rapporteurs extérieurs. Donc, nous, chaque dossier est évalué par 2 rapporteurs extérieurs. Je reviendrai après là-dessus, mais c'est quand même très chronophage comme boulot parce qu'il faut faire quand même beaucoup de mails pour réussir à les avoir, ces deux évaluations. Et en même temps, on va lancer la constitution du comité de sélection. Donc, nous, le comité de sélection, c'est les membres du governing board, donc 4 personnes. Et après, on a eu 8 experts, 4 experts nationaux, 4 experts internationaux. Pareil, je reviendrai dessus après. On décide de le constituer en général vers la fermeture du call pour essayer de sélectionner des gens qui ont des expertises dans les dossiers qu'on va avoir de candidature. Pour les présélections, donc avant les présélections, on donne accès au comité de sélection à l'ensemble du dossier de candidature des candidats. Ils ont aussi accès du coup aux évaluations des rapporteurs et on leur donne à l'avance la grille d'évaluation pour qu'ils puissent déjà regarder sur quoi est-ce qu'ils vont être évalués et gagner du temps au niveau des présélections. Les présélections, on les fait en visioconférence. Ça dure environ 3 heures. On a un système de grille. Tous les candidats qui ont plus de 12, ils passent aux entretiens. Ceux qui ont en dessous de 12, ils sont recalés. À partir de là, des présélections, donc on informe tout de suite les candidats qui sont sélectionnés et ceux qui sont refusés, parce que pour les sélections, les candidats sont tous invités à Grenoble. Donc on les invite entre 3 et 4 jours. Ça leur permet de découvrir leur environnement, visiter le laboratoire, rencontrer en personne leur futur superviseur de thèse si ce n'est pas déjà fait, et aussi de se préparer à l'entretien et de faire l'entretien en fait en face à face, qui est quand même vachement plus sympa que la visio. Mais du coup, tout ça, c'est des missions qu'il faut préparer. Il peut y avoir beaucoup de candidatures. Il faut prévoir le train, il faut prévoir l'hôtel, etc. Donc, ça prend du temps. Dès que les sélections sont passées, on informe tout de suite les candidats au plus rapidement. Là, j'ai mis le 18 décembre, mais en réalité, on essaie de le faire quasiment dans la foulée pour vraiment garder les candidats pour pas qu'ils aillent voir ailleurs. Et après, on dit qu'on a leur acceptation, on fait tout de suite les lettres pour dire qu'ils sont acceptés, pour leur permettre de lancer les processus de visa, etc. Certains trouvent un logement. Si vous pouvez les préparer à l'avance et les faire signer, en fait, comme ça, c'est déjà tout prêt, quoi. J'ai 3 points d'attention qui me semblent importants. La première, c'est sur les candidatures. Nous, on avait prévu 36 doctorants à recruter. Actuellement, on n'en a pas encore recruté suffisamment par rapport à ce qu'on avait prévu. On avait prévu 9 candidats par appel à thèse. On n'a pas réussi à les recruter, honnêtement. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que dans le Cantic, il y a quand même beaucoup d'offres de thèse, je pense. Et du coup, forcément, il y a de la concurrence. Et même dans leur pays, tous les pays aujourd'hui proposent beaucoup de bourses en Cantic. Donc, il faut arriver à se sortir du lot. Il faut beaucoup mobiliser les chercheurs de la communauté parce qu'ils sont beaucoup sollicités. Donc, on les a vraiment sollicités plusieurs fois par mail. Il ne faut pas hésiter, dit qu'on les croise dans les couloirs, dans les réunions. Et pour ça, votre governing board et les directeurs de laboratoire et toutes les personnes plus ou moins impliquées dans votre projet vont être vraiment très importantes parce que ça passe vraiment par l'oral pour les mobiliser, pour dire attention, il y a un call d'ouvert, pense à un candidat, pense à poser un sujet de thèse. Les critères Marie Curie peuvent aussi être un frein, on ne va pas se mentir. Nous, à Grenoble, on fait tous nos appels à thèse en commun avec un autre projet AMR qui, eux, du coup, n'ont pas ce problème de critères Marie Curie. Par contre, c'est aussi un projet où les thématiques sont beaucoup plus restreintes que nous. Donc, de cette manière, c'est très bien de faire l'appel à thèse en commun avec eux. Ça permet aussi aux candidats de postuler des fois aux 2 projets. Et nous, après, en fonction du profil du candidat, on va plutôt l'orienter sur Kwang ou sur l'autre projet qui est Cantedu. Il ne faut pas aussi hésiter à vendre aux
aux candidats potentiels le projet européen, le CoFund, parce qu'un des gros avantages qu'on a, enfin, le plus gros avantage qu'on met en avant, c'est quand même le salaire, parce qu'aujourd'hui, les salaires CoFund européens sont plus élevés, enfin pour les doctorants, sont plus élevés que ceux qui sont financés par un projet ANR. Donc, il y a des petites choses comme ça à mettre en avant. Il ne faut pas hésiter à les mettre en avant et à le vendre aux candidats et aussi aux superviseurs de thèse. Pour le comité de sélection, donc tout à l'heure, il y avait des questions par rapport aux experts internationaux, nationaux. Nous, on a fait 4 et 4. On essaye au maximum d'avoir la parité, mais ce n'est pas la priorité. On va plutôt mettre l'expertise au-dessus de la parité de genre. On fait un changement à chaque call des experts, ce qui peut être compliqué et en même temps ce qui est bien parce que ça nous permet vraiment de sélectionner des experts par rapport aux thématiques des candidats. Quand vous allez chercher les experts, il ne faut pas hésiter à bien préciser parce que vous pouvez prendre beaucoup de refus, surtout au call de l'automne où il y a beaucoup, les chercheurs sont très sollicités, j'ai l'impression. Il ne faut pas hésiter à leur donner, après avoir présenté le projet, etc., le temps en fait que ça va leur prendre. La demi-journée de présélection, la sélection, il y a tant de candidatures. Dans chaque candidature, il y a tant de documents à lire, etc. Et ils veulent vraiment savoir, j'ai l'impression, le temps que ça va leur prendre et si vraiment ça a un rapport avec leur thématique. Et enfin, je reviens sur les rapporteurs. Donc, il y avait aussi une question sur les rapporteurs tout à l'heure. Nous, on est sur 2 rapporteurs par candidature. Honnêtement, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que les chercheurs sont très sollicités pour faire des évaluations. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs qui m'ont dit en fait qu'ils n'en prenaient plus du tout, qui refusaient tout simplement de les faire. Donc, nous, la stratégie, c'est on demande aux rapporteurs de faire l'évaluation. Dans ce premier mail, on va présenter le projet. On leur demande de faire l'évaluation on met le nom du candidat, le sujet de thèse et le nom du superviseur de thèse, avec un court abstract du sujet de thèse. Comme ça, eux, déjà, ils peuvent savoir si ça rentre bien dans leur champ de compétences. Il y en a tout de suite qui disent « bah non, j'ai déjà travaillé avec le superviseur, donc je vais avoir un conflit d'intérêt ». S'ils sont d'accord, avec ce mail, il y a une pièce jointe, il y a la déclaration d'intérêt et le NDA, Non-Declaration Agreement, qui doivent me renvoyer, compléter, signer. Une fois que je l'ai reçu, moi, je leur envoie le dossier du candidat complet avec le formulaire d'évaluation. Et après, je leur mets bien la deadline pour le rendre. Attention, il faut bien les relancer parce que souvent, ils oublient la deadline. Si vous avez un refus, n'hésitez pas tout de suite à passer au suivant. Et si vous n'avez pas de réponse dans les 2 jours ouvrés, soit vous relancez, soit vous passez au suivant. Il faut vraiment faire beaucoup de mails pour réussir à avoir ces 2 rapporteurs. Ce qu'on fait maintenant depuis le second call, c'est qu'on demande aux candidats de nous proposer 4 rapporteurs. On ne les prend pas forcément, mais au moins si on a des soucis, qu'on n'arrive plus, nous, dans notre réseau, à avoir des gens en tête, ça nous laisse une porte de secours pour pouvoir faire évaluer ces candidatures. Alors, il faut bien faire attention parce que des fois, ils nous mettent quand même des rapporteurs qui leur ont aussi fait des lettres de recommandation. Donc forcément, ceux-là, on ne les contacte pas. Mais ça peut être une bonne manière de gagner du temps et d'être sûr d'avoir ces évaluations, même si, du coup, au moment des présélections, des sélections, on rappelle bien au comité de sélection que oui, attention, l'évaluation, elle a été faite peut-être par une personne qui connaît, etc. Normalement, la déclaration d'intérêt, elle est quand même très complète, la nôtre. Ils doivent dire s'ils ont ne serait-ce qu'un lien de professionnel ou qui travaillent dans la même université ou des choses comme ça. Ça permet quand même de mettre un peu de distance par rapport à l'évaluation. Et je crois que c'est tout pour moi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup, Anouchka, et merci beaucoup, Anna. Il y a effectivement quelques questions dans le chat. Le premier porte du Data Management Plan. Donc, il y a Mariama Cotran qui demande si le Data Management Plan fait partie de la candidature. Donc, ça, je réponds parce que c'était ma partie. C'est pas qu'il faut faire un data management plan du projet entier, mais il faut s'assurer que chaque doctorant fasse les data management plans. Et puis, Anouchka collecte toutes ces informations et les soumet sur le portail. Donc, en quelque sorte, oui, il faut s'exprimer par rapport à comment on va faire pour les data management plans.
Effectivement, oui. Merci beaucoup. Donc, c'est pas... Il faut juste présenter comment vous allez gérer vos données dans le cadre de la proposition, mais le data management plan ne doit pas être inclus dans la proposition. Ensuite, donc, je vais passer à la question suivante de Ed Mitchell qui demande si les lettres de soutien. Donc, je lis sa question. Donc, en ce qui concerne les lettres de soutien, nous avons été informés que ces lettres ne sont plus les bienvenues et que nous devrions limiter les propositions aux seules lettres d'engagement. Est-ce exact? Alors, à vrai dire, je ne suis pas sûre de bien comprendre si votre question porte sur les lettres lors du dossier de candidature à l'appel européen ou lors des candidatures des doctorants pendant le processus de sélection. Peut-être que vous pouvez me le préciser. Je vais vous activer votre micro. Oui, Ed Mitchell. Thanks for that. Donc, on a été informé par la Commission européenne et des autres porteurs de projet que les lettres de support sont pas bienvenues dans le proposal au European Commission. Et il faut que nous limitions aux lettres de commitment seulement. Donc, apparemment, ça c'est ce qu'ils ont nous dit. Est-ce que c'est vrai? Oui, en effet. Donc, il faut des lettres d'engagement, mais les lettres de soutien, ils ne sont pas, donc à ma connaissance, donc je laisse Daniela nous confirmer, mais à ma connaissance, ce ne seront pas regardés par les experts et même c'est déconseillé de le faire. Exact. Donc, les lettres de support. Confirme. Oui, sorry, désolé. Vas-y. Oui, je confirme. Donc, on attend seulement letters of commitment. Those issued by associated partners. So those will be checked by the experts, and those referring to secondments and collaborations during the implementation of the grant agreement. Okay, so just letters of pure commitment. So letters of support from company X or university Y that may co-host a student but are not an associate, then we just don't do them. Yes. Okay, thank you. Claire. All right, thank you very much. Alors, je passe à la prochaine question. Donc, il y a une question de Anouk Berger qui donc, dit merci beaucoup pour ces informations très précieuses. Par le passé, il était essentiel que le premier call soit intégré dans le projet. Ce n'est donc plus le cas? Alors, Eugénia? Oui. Oui, mais est-ce que je peux répondre? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, il s'agit de la partie de mise en œuvre du projet. Donc, ce qu'on conseille pour sauver quelques mois qui, au début du projet, sont dédiés à la, disons, rédaction de la page web ou l'embauche le recrutement de quelqu'un qui va gérer le projet. La rédaction des guidelines, tout ça qui est en effet un travail disons, avant la vraie implémentation du projet qui commence au moment où le premier fellow sera recruté. On recommande donc que cette partie-là de la période de mise en œuvre du projet ne soit pas comprise officiellement pour sauver quelques mois, parce qu'il arrive souvent à voir vers la fin du projet, ils ont dans les derniers 2 ans d'implémentation du projet, il arrive souvent d'avoir des retards ou des interruptions des contrats pour des congés de maternité, pour des congés de maladie. Donc, on sauve quelques mois d'implémentation au début du projet. C'est pour cela qu'on conseille les bénéficiaires, ceux qui ont déjà signé les accords de financement, de considérer une date de début officielle le plus près possible de la première date d'embauche du chercheur. Merci beaucoup, Daniela. Donc, effectivement, moi, je n'étais pas sûre de comprendre le sens du mot intégré.
dans la question, mais donc effectivement, les contrats doctoraux, ils doivent démarrer après la date de démarrage du projet, mais vous pouvez lancer votre processus de candidature avant. Alors, Oui. la personne qui a posé la question a levé la main. Donc, Anouk, je vais vous activer votre micro si vous voulez apporter d'autres précisions à votre question. Voilà, donc vous devez pouvoir maintenant allumer votre micro. Oui, merci beaucoup. Merci. Oui, je voulais vraiment être sûre qu'on soit bien sur la même longueur d'onde du coup. Donc, ça veut dire qu'on positionne le démarrage lorsqu'on pense que la première personne ou le premier lot de personnes vont arriver, mais pas lorsqu'on lance l'appel. Parce que alors c'était pas H2020, c'était celui d'avant. Là, c'était vraiment, il fallait que l'appel à projet, enfin l'appel à candidature soit à l'intérieur c'est-à-dire on devait positionner le début du projet lorsqu'on démarrait le premier call. Donc là, on a plus cette obligation-là. Donc, moi, je vous conseille au niveau de la proposition. Donc, quand vous soumettez la proposition, d'inclure tout le calendrier du projet dans les 5 années. Donc, c'est peut-être plus facile pour vous D'accord. de considérer la date de lancement de l'appel, la date du début du projet. C'est plus clair aussi pour les experts. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'au moment de la négociation de l'accord de financement, nous, on vous conseille de décaler cette date seulement pour des raisons pratiques. Si vous voulez quand même rester avec toute la période, si vous voulez garder toute la période de mise en œuvre du projet dans le cadre des 5 ans, vous pouvez le faire. Donc, c'est pas obligatoire, on ne vous oblige pas. C'est seulement une recommandation de point de vue pratique. Vous gagnez quelques mois. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, une autre question donc, de Mariama Coutran qui, donc plus pour Anna et Anouchka. Donc, elle voudrait savoir si le poste de Anouchka est financé sur les fonds du projet. Oui, il est financé partiellement. En fait, mon salaire... Alors, je ne suis pas 100% sur le projet, je suis à peu près 50%. Et en fait, mon salaire est payé à moitié par Kwang et à moitié par un autre projet, en fait, qui est dans la même thématique et qui, du coup, cofinance Kwang. Merci. Donc, maintenant, une question de ma collègue Morgane Bureau du PC Marie Curie, qui, donc aussi pour les 2 lauréates, qui voudrait savoir, donc la question concernant la publication des sujets de thèse, et voudrait savoir pourquoi les sujets de thèse sont publiés au fil de l'eau. Ne sont-ils pas publiés tous au moment de l'appel à sujet de thèse? Et donc, vous parlez de la mise à jour régulière des sujets de thèse. Pourriez-vous nous éclairer? Oui, alors en fait, du coup, dès que je reçois un sujet de thèse, dans la date limite, donc 3 semaines avant la fin de publication, avant la fermeture du call, dès que je le reçois, en fait, je le mets en ligne. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une date limite plus tôt? Parce que ça bloquerait un peu trop les chercheurs, je pense. La plupart du temps, dès qu'on lance le premier appel à sujet de thèse, on a des sujets qui arrivent. Après, il y a des chercheurs qui, en fait, ils réfléchissent un peu, ils ont déjà des candidats en tête et ça serait dommage, en fait, de les bloquer, de bloquer leur candidature. Donc, on a fait ce parti pris, en fait, de publier au fil de l'eau et de ne pas bloquer les chercheurs plus qu'ils ne sont déjà bloqués avec toutes leurs impératifs. Ok, merci beaucoup. Donc, effectivement, ça a du sens. Ensuite, donc Sylvie Nesson qui demande si vous payez vos experts. Et donc, si oui, êtes-vous obligé de les recruter avec toute la charge administrative qui va avec? Est-ce qu'on parle des experts du comité de sélection, les experts pour les évaluations? Dans tous les cas, on ne les paye pas. Dans tous les cas, c'est du bénévolat, mais... Oui, ils ne sont pas payés. C'est de la bonne volonté dans les 2 cas, c'est de la bonne volonté de la part des experts.
On prend en charge leur mission. Oui, merci. Pour les experts du comité de sélection. Oui. Merci beaucoup. Alors, et ensuite, donc on va prendre encore une question et on va devoir passer à la prochaine présentation parce qu'on a pris du retard. Donc, vous l'avez probablement dit, combien avez-vous de candidatures par call en moyenne? J'ai entre 10 et 15, sachant que dans les 15, en général, il y a des candidatures inéligibles, à peu près deux par call, je dirais, qui ont été inéligibles jusqu'à maintenant. Inéligible parce que soit le dossier n'était pas complet, soit je vous disais, le candidat avait fait le dossier en fait dans son coin. Et là, sur ce call-là, il y avait un candidat qui m'avait proposé un sujet de thèse, c'était des sciences sociales. Donc, je ne sais pas trop pourquoi il est arrivé à nous faire à candidater chez nous, mais voilà, entre 10 et 15. Ok, bah merci beaucoup. Anna Mengouzi et Anouchka Mathieu. Et donc, on va devoir maintenant passer à la prochaine présentation. Je vois qu'il reste encore quelques questions, mais on va essayer de les reprendre un peu plus tard. Donc, je vais maintenant donner la parole à Yulia Zavorina. Donc, Yulia qui travaille à la région Île-de-France, où elle est responsable du service recherche, innovation et culture scientifique et qui va présenter le programme CoFund postdoctoral à Paris Région FP. Alors, Yulia. Bonjour à tous, est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait, oui, on va très bien votre écran. Je démarre. Donc, je vais vous présenter le projet Persuasion Fellowship Programme qui est coordonné par la région Île-de-France. Donc, je vais présenter le projet dans les grandes lignes et aussi faire un focus sur différentes phases du projet. Donc, plutôt sur la phase d'implémentation, ce qui va être assez complémentaire par rapport à l'intervention des collègues de l'Université de Grenoble. Donc, le projet Persuasion Fellowship, c'est un projet qui est coordonné par la région Île-de-France et qui vise le recrutement de 52 postdoctorants en 2 vagues d'appel à projet sur les contrats de 2 ans, donc 24 mois, et aussi à les accompagner dans leur développement de carrière. Donc, le budget global de projet, c'est 7,6 millions d'euros avec 50% de cofinancement européen. Donc, c'est le cofonds que la région Île-de-France a obtenu en 2019, donc dans le cadre du programme H2020. Et nous avons contractualisé avec l'AER en mai 2020 et avec les dates de démarrage officielles au 1er janvier 2021 pour une durée de 60 mois. Mais de la même manière, avec l'accord de l'AER, nous avons pu lancer le premier appel à candidature en juillet 2020, donc pour gagner du temps. Les premiers chercheurs, on a pu les recruter déjà en 2021. Donc, voilà, c'est le projet. En fait, au moment du dépôt du projet Persuasion Fellowship, la région, en fait, elle a essayé de mettre en avant les atouts du territoire en tant que la première région européenne en matière scientifique et technologique. Et également, leur essayer de mobiliser le réseau de partenaires qui a pu se constituer grâce aux moyens assez conséquents donc avec lesquels les régions soutiennent la recherche et l'innovation sur le territoire. Donc, il s'agit de 60 millions d'euros par an que les régions accordent aux différents acteurs d'enseignement supérieur et de recherche pour soutenir les projets de recherche et d'innovation. Donc, plus particulièrement, les objectifs du projet PRFP, c'était de favoriser la mobilité internationale des chercheurs sur la base des règles de mobilité Marie Skłodowska-Curie et également d'encourager les pratiques HR4R au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche franciliens. Donc, aussi favoriser la mobilité intersectorielle des chercheurs. Donc, il faut dire que le projet de recherche qui est réalisé au sein d'un laboratoire francilien, c'est vraiment le cœur du projet, mais à côté, il y a aussi des activités complémentaires qui sont mises en place par la région Île-de-France qui visent à développer les compétences extra-académiques et transférables dans l'économie régionale. Donc, il s'agit notamment du secondment. Donc, chaque chercheur a la possibilité de passer jusqu'à 3 mois du projet au sein d'une entreprise partenaire. Donc, il y a aussi un programme de formation ad hoc qui a été monté
spécifiquement donc, pour ce projet PRFP, pour ce projet européen, et qui est composé de 9 sessions de formation sur différents aspects, et donc qui vise à développer des compétences extra-académiques pour qu'ils soient complémentaires en fait avec ce que les chercheurs peuvent apprendre dans leur milieu académique et au sein de leur laboratoire. Et il y a aussi également une mesure de mentorat. Donc, chaque chercheur il doit avoir un mentor au cours de son projet et avec au moins 3 interactions. Et un mentor, c'est une personne du milieu extra-académique qui accompagne le lauréat PRFP dans le développement de leur carrière. Donc, ces objectifs du projet sont déclinés au niveau des 3 critères, donc international, interdisciplinaire, intersectoriel. Donc, international, intersectoriel, j'ai déjà parlé. En tout ce qui concerne interdisciplinaire, donc, notamment, il s'agit comme j'ai déjà dit, de souhait de la région de valoriser le réseau de ses partenaires et mettre en avant l'excellence scientifique de la région francilienne. Et nous avons, en fait, tous les 5 ans, en fait, la région labellise les réseaux de recherche qui s'appellent domaines de recherche d'innovation majeure. Donc, il s'agit de réseaux de recherche qui sont composés de différents acteurs académiques, notamment des laboratoires, des écoles doctorales et aussi des acteurs socio-économiques qui travaillent ensemble sur une thématique d'intérêt majeur pour les régions. Donc, au moment du dépôt du projet PRFP, on avait 13 domaines d'intérêt majeur qui ont été labellisés sur la période 2017-2020. Et c'était nos partenaires qui nous ont aidés de monter ce projet. Et c'était vraiment les réseaux de recherche qui étaient déjà financés par la région, qui portaient pas mal d'actions en matière de recherche et d'innovation sur les territoires franciliens. Et donc, au moment du dépôt de projet, au moment de lancement des appels, il a été demandé que les chercheurs, en fait, fassent le lien avec un des domaines d'intérêt majeur. Et en réalité, donc, la plupart des lauréats, la plupart des projets qu'on a pu retenir à l'issue de ces appels, ils sont en lien avec un des DIM, un domaine d'intérêt majeur, des 13 domaines d'intérêt majeur, sachant que, en fait, il y avait aussi une possibilité de présenter un projet en lien avec un laboratoire qui ne rentrait pas dans un des domaines d'intérêt majeur. Donc, il y avait aussi cette possibilité, mais quand même, la plupart des projets retenus, ils sont liés à une des thématiques d'intérêt majeur pour les régions qui était financée, qui était soutenue avec des montants assez conséquents sur la période 2017-2021. Donc, voilà, c'est la prochaine slide. Voilà, c'est un schéma qui montre l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans la réalisation du projet. Donc, la région Île-de-France et le coordinateur du projet qui a signé le Grant Agreement avec l'AER. Au niveau de la région, il y a différentes instances de gouvernance du projet. Voilà, premièrement, il s'agit de l'équipe projet qui aujourd'hui est constituée de 4 personnes. Nous sommes également appuyés par un cabinet de consulting sur les aspects de management, gestion de projet, et également sur l'aspect de communication autour de l'appel. C'était un courant 2020-2021. Donc, deuxième instance, c'est Project Management Team. Donc, c'est une instance plus élargie qui a aussi différents interlocuteurs internes comme les services RH, les services financiers et les services juridiques, parce que c'est un projet qui est assez complexe, qui a nécessité la contribution de différents acteurs internes dans différentes phases du projet. Il y a une instance de suivi scientifique qui s'appelle Project Steering Committee, qui est composée d'une douzaine de personnes scientifiques et qui est présidée par Ruth Calvalli de Lopez. Donc, elle est membre du conseil scientifique régional et qui a été très, très active dans une phase de lancement et sélection des lauréats en 2021 et 2022. Donc, il y a aussi une instance de gouvernance qui s'appelle l'Assemblée générale et qui réunit l'ensemble des partenaires, vraiment tous les partenaires associés au projet, y compris les DIM, les associations, etc. Et voilà, ce qui se réunit pas très souvent, mais juste pour suivre l'avancement du projet. Et donc, la région Île-de-France, en tant que coordinateur, donc, il signe une convention de subvention type avec chacun des établissements qui mettent en place en fait, l'action en lien avec les chercheurs qui ont été retenus à l'issue des 2 appels. Et donc, ces établissements, à leur tour, ils signent des contrats de travail de 24 mois avec les lauréats PRFP qui ont été sélectionnés par les régions.
Et sur le côté gauche, vous pouvez voir, donc, il y a aussi les partenaires de projet, donc les partenaires associés. Donc, il s'agit des réseaux de domaines d'intérêt majeur et coordinateurs scientifiques qui nous avaient fourni à l'époque les lettres de soutien pour le dépôt de projet. Et il y a aussi associations qui participent au programme de formation, notamment donc, ce programme de formation NADOC qui est composé de 9 sessions. Il est mis en œuvre par le groupement d'associations avec PhD Talent en tête. Donc, c'est un prestataire qui a remporté un marché. Et il y a aussi les entreprises partenaires qui sont associées au projet et qui nous avaient fourni des lettres de soutien en 2019. Donc, je poursuis, je vais faire un focus sur différentes phases du projet avec des aspects qu'on souhaiterait mettre en avant en termes de partage d'expérience. Donc, aujourd'hui, nous avons déjà déposé le rapport périodique, donc après les 24 mois du projet et après avoir mené 2 campagnes de sélection entre 2020 et 2022. Et tous les lauréats PRFP sont aujourd'hui recrutés au sein de 16 établissements situés en Île-de-France. Donc, tout ça a été possible donc, grâce à une campagne de recrutement avec l'ouverture de la plateforme de candidature, donc avec un site dédié de communication sur le projet. Nous avons mis en place une centaine d'actions de communication sur les 2 appels à candidature sur différents sites, dans des revues scientifiques et les réseaux sociaux. Donc, au total, nous avons reçu 631 candidatures, donc beaucoup plus en 2020. Donc, c'était vraiment le nombre de candidatures qui était qu'on n'a pas vraiment anticipé. Donc, ça nous a fait créer vraiment beaucoup de travail en termes d'instruction. Et la deuxième campagne, on l'a menée de manière plus ciblée. Et du coup, on a eu un nombre de candidatures moins élevé et voilà la campagne qui était au final plus équilibrée en 2021. Donc, 527 candidatures étaient instruites, c'est-à-dire qu'il y avait des candidatures qui n'étaient pas éligibles, donc il n'a pas pu être présenté pour la sélection. Donc, nous avons pu mobiliser 604 experts internationaux pour l'évaluation des candidatures. Et au final, ce qui nous a permis de présélectionner 114 candidats pour la deuxième phase, donc les auditions. Et voilà la phase, donc la sélection finale des 53 lauréats qui sont aujourd'hui recrutés dans les établissements d'enseignement supérieur de recherche franciliens et qui travaillent au sein de leur laboratoire avec leurs responsables scientifiques et qui représentent une vingtaine de nationalités. Vous pouvez aussi voir la répartition entre différents domaines scientifiques et aussi la répartition hommes-femmes. Donc, un petit accent sur l'appel à projet, le retour d'expérience. Donc, vraiment, le facteur clé de réussite, c'est la campagne de communication qu'on a vraiment préparée de manière assez soigneusement. Donc, on a élaboré le plan de communication et les supports, donc le texte pour emailing et aussi les supports visuels en amont de chaque appel à projet. Et donc, dès le lancement de l'appel, nous avons mobilisé le réseau de partenaires, donc essentiellement le réseau des domaines de recherche d'innovation majeure qui associe, donc à cette époque-là, donc il y avait autour de 500 équipes scientifiques qui ont été associées à ces réseaux de DIM. Et donc, on les a mobilisés pour qu'ils nous aident à diffuser l'information sur ces 2 appels à candidature. Nous avons aussi réalisé une publication dans une revue scientifique de grande visibilité. Nous avons choisi, après un sourcing Science Magazine, donc il y a 2 publications de papier qui sont sorties sur chaque appel à projet. On a fait aussi en communication sur les réseaux sociaux, selon le plan de communication qu'on avait établi en amont avec les dates de relance en fait, et des sites qu'on avait ciblés. Et également, on a fait des mesures spécifiques, on a appliqué des mesures spécifiques pour inciter les candidatures féminines. Nous avons contacté les associations qui encouragent et qui font de la promotion des femmes scientifiques, donc pour qu'ils aussi nous aident à diffuser l'information sur l'appel à candidature. Et également, il ne faut pas oublier de faire des captures d'écran et se procurer des justificatifs de chaque action de communication sur l'appel parce que ça va vous aider pour faire le reporting pour l'AVR. Et parce qu'il y a 2 rapports dédiés sur la communication et sur les sélections des candidats que vous soumettez après chaque call. Et aussi, donc, ce qui était très utile, c'est l'ouverture d'un boîte mail générique dédié pour répondre aux questions des candidats et pour les accompagner dans le dépôt de leur candidature.
Un focus sur la phase de sélection par les régions, comme j'ai dit. Donc, la région, elle a coordonné coordonne le projet et également, elle a mené la sélection des candidats dans l'intégralité. Son intégralité, chaque appel à candidature, elle a été ouvert sur 16 semaines. Et après, donc on a fait, donc l'équipe projet, elle a fait l'instruction des candidatures pour écarter les candidats non éligibles. Et après, toutes les candidatures éligibles ont été évaluées par 2 experts internationaux. Donc, 2 experts ont été mobilisés pour chaque dossier. Et donc, cette évaluation, elle nous a permis de shortlister 60 candidats qui ont été auditionnés. Donc, on a organisé des auditions. Donc, c'est un visieux. Donc, au cours d'une semaine, donc, on a réparti les candidats par différents panels, donc en fonction de disciplines. Donc, il y avait 3 disciplines, 3 domaines disciplinaires: physique, mathématiques, physique, chimique, mathématiques. Deuxième panel, c'était sciences du vivant. Troisième panel, c'était sciences humaines et sociales. Et il y avait aussi donc différents jurys au cours de la semaine qui ont pu auditionner une soixantaine de candidats. Et du coup, ça nous a permis, ces auditions nous ont permis d'établir une liste finale de 26 lauréats, donc à l'issue de chaque call, qui a été ensuite validée par le Conseil scientifique régional. Et le Conseil scientifique régional, c'est une instance de consultation permanente, donc qui est composée d'une vingtaine de personnes scientifiques de renommée qui accompagnent en fait dans les choix pour la politique régionale, donc des projets aussi. Donc, et voilà, c'est la liste qui a été validée à chaque fois par le Conseil scientifique régional. Et donc, c'est la spécificité de la région. Donc, chaque attribution de subvention elle doit être soumise au vote des élus. Donc, et ça fait partie en fait du processus de sélection. Et une fois que la subvention a été votée, donc on a notifié les candidats et on a fait aussi le feedback sur leur évaluation. Et également, et en parallèle, nous avons commencé à préparer les recrutements. Donc, c'est-à-dire qu'on a mené plusieurs réunions avec les établissements d'accueil des candidats pour leur expliquer les règles et les conditions du projet, les conditions de financement, et avec un accent particulier sur l'accueil et l'accompagnement des chercheurs, sachant que plusieurs d'entre eux venaient de l'étranger, et nous avons mobilisé également les partenaires, les cités internationales universitaires de Paris et l'association Sciences Accueil. Donc, c'est les partenaires qui mettent en place une offre de services d'accueil et d'accompagnement pour les chercheurs étrangers et qu'on a mobilisé parce qu'on les soutient également dans le cadre de notre dispositif régional qui s'appelle Access Paris Île-de-France. Et du coup, dans le cadre de ce dispositif, donc ces 2 partenaires, ils ont pu proposer un accompagnement individuel et personnalisé et gratuit à chacun des lauréats PRFP qui venaient de l'étranger. Donc, voilà quelques accents qu'on a pu mettre et donc voilà les aspects qu'on considère assez importants à l'issue de ces deux appels. Donc déjà, en ce qui concerne l'évaluation des propositions de projet, donc les experts internationaux, donc c'est une période quand on a dû contacter vraiment plus de 1000 experts en fait pour arriver pour faire évoluer chaque projet par 2 experts. On a dû contacter beaucoup plus d'experts et ça a été possible grâce à une base de données d'experts internationaux qu'on a montée en amont, était conforme à la réglementation de RGPD. Et donc, chaque expert a été rémunéré. Donc, il s'agit des experts mobilisés pour la première phase d'évaluation et aussi les experts qui ont participé dans les panels, donc dans les auditions, et également les membres du comité scientifique, le Peer Steering Committee, qui ont suivi l'ensemble des phases, l'ensemble de la sélection en fait, sur le plan scientifique. Donc, tous ces experts, ils ont été rémunérés et on a aussi utilisé un outil de gestion des dossiers de rémunération qu'on a dû adapter, donc qui existait déjà à la région, mais qu'on a adapté en mettant en place une interface en anglais pour permettre en fait à tous ces experts internationaux de participer à ces évaluations. Donc, on a établi aussi à l'issue de chaque appel des listes complémentaires des candidats par domaine disciplinaire. Donc, il y avait 3 domaines, physique, chimie, mathématiques. Donc, il y avait sciences du vivant et sciences humaines et sociales. Donc, cette pratique s'est avérée très, très utile parce que en réalité, on a eu pas mal de désistements de lauréats. Et pour vous, à titre d'exemple, donc pour le premier call, en fait, on est allé jusqu'au bout de la liste complémentaire pour les lauréats en physique, chimie, mathématiques. Donc, voilà.
Et donc, c'était vraiment un fait très utile de prévoir ces listes complémentaires. Après, comme on est la région, donc le coordinateur du projet, mais l'action, en fait, elle est mise en œuvre par plusieurs établissements. Donc, on est en contact permanent avec chacun de ces établissements porteurs du projet qui recrutent, en fait, les lauréats. Donc, de ce point de vue, la communication auprès des établissements des lauréats, donc c'était vraiment un point crucial et essentiel pour la réussite du projet. Et là, c'était très, très important d'associer l'ensemble des établissements et aussi les acteurs clés, parce que ce qu'on a constaté au cours de cette phase, c'est que le niveau de connaissance de l'action de risque Skadowska-Curie, il est très différent au sein des établissements. Donc, il y a des établissements qui connaissent très, très bien cette action et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout familiarisés. Et aussi, la circulation d'informations, elle n'est pas pareille donc, au sein de chaque établissement et parfois, elle n'est pas suffisante de juste inviter un représentant de l'établissement à les réunions parce que, par exemple, si les responsables de RH, en fait, qui sont des interlocuteurs cruciaux au moment du recrutement de lauréats, elles ne sont pas présentes. Donc, voilà, donc on a constaté parfois ça complique l'implémentation du projet ou ça entraîne des retards. Donc, et vraiment, il vaut mieux s'assurer que les bons interlocuteurs, elles sont autour de la table dès le début en fonction de la phase de projet et en fonction des enjeux. On a aussi mis à disposition des établissements différents supports comme Intellectual Property Guide, aussi Quality Management Plan, et aussi le point qui était important, qui paraît important à souligner, c'est que vraiment ne pas se limiter d'une communication descendante à destination des partenaires associés, mais vraiment à prévoir des outils de suivi, collecte des informations, donc qui vous permettent de s'assurer d'une bonne implémentation de l'action et aussi identifier des cas problématiques à temps et aussi de répondre. Donc voilà, par exemple, on a eu quand même, on a constaté des retards en fait dans le démarrage du projet qui étaient pour des différentes raisons. Donc, comme le premier appel il a eu lieu pendant la crise de Covid, donc il y avait pas mal de retards en raison des conditions de voyage dans le contexte de la crise sanitaire. Donc, il y avait aussi des démarrages, des retards pour des raisons d'obtention du visa. Donc, pour cela, on a pu repérer ces problématiques et on a mobilisé nos partenaires Access par Île-de-France pour un accompagnement personnalisé. Et il y a aussi des retards, donc des signatures des contrats administratifs. Donc, c'est pour cela il est très important de pouvoir identifier ces cas problématiques et de relancer les établissements, de bons interlocuteurs au sein des établissements au bon moment pour éviter les retards. Donc, voilà un point rapide sur l'exécution de l'action. Donc, en tant que coordinateur, nous sommes en lien déjà avec les établissements donc, avec lesquels nous sommes liés sur la base des conventions de subvention que nous signe avec chaque établissement, mais également nous sommes en lien direct avec les lauréats, avec les chercheurs eux-mêmes, et on collecte les éléments d'information directement auprès des chercheurs pour pouvoir ensuite faire notre reporting pour l'Agence européenne de la recherche, donc, et pour s'assurer de la bonne implémentation de l'action par les chercheurs. Donc, nous avons aussi mené des réunions régulières, collectives, individuelles, donc quand il y a des cas problématiques avec les lauréats. Donc, et ça nous paraît important de souligner la communication sur les aspects extra-académiques pour mettre en place le volet intersectoriel parce que nous avons constaté pas mal de difficultés, par exemple pour trouver un mentor et ou suivre le programme de formation sur les sujets extra-académiques parce qu'il y avait des lauréats qui n'ont pas été assez familiarisés avec cet aspect du programme. Donc, et il fallait un accompagnement plus renforcé et vraiment plus personnalisé sur ces aspects. Donc, pour que le reporting scientifique se passe bien et pour que vous ayez des éléments de reporting au bon moment, voilà, nous avons élaboré des modèles de documents, donc des templates que nous avons mis à disposition dans un groupe dédié Teams, et donc que les lauréats sont à leur disposition dès le début du projet. Et nous demandons à chaque chercheur de remplir donc, ces documents, de les mettre à jour pour qu'on ait des éléments pour notre reporting.
Un point important à souligner, c'est le suivi particulier en matière d'éthique. Donc, au moment du dépôt de candidature, lors de l'appel à projet, donc nous avons bien demandé à chaque chercheur de remplir une déclaration en matière d'éthique. Et ensuite, au moment du démarrage de projet, donc nous avons demandé de mettre cette déclaration à jour. Donc, on a il y a un outil que nous avons prévu qui s'appelle un fiche d'éthique. Et donc, ces chercheurs, en fait, sur la base de ces fiches d'éthique, nous avons une quinzaine de projets que nous suivons de manière assez renforcée en matière d'éthique pour s'assurer que toutes les autorisations nécessaires, donc par les comités d'éthique internes ou par autorisation nationale, ont été obtenues au moment de démarrage de chaque phase de projet. Donc, un point rapide mais important en fait en pratique sur le suivi des publications scientifiques. Comme vous le savez, donc le Grant Agreement exige que chaque publication d'un comité de pairs soit mis en open access. Et donc, au moment du reporting, donc, vous devez vous assurer qu'il y a un lien open access pour chaque publication d'un comité de pairs. Et pour faciliter en fait le dépôt de publication en open archive, en archive ouverte, nous avons créé une communauté Zenodo, donc nous-mêmes. Et nous proposons à nos lauréats de déposer leurs publications dans cette communauté, ce qui nous permet aussi de repérer toutes les publications scientifiques qui sortent et donc de les lister. Et également, nous avons aussi un tableau de publication qu'on demande de remplir à chaque chercheur au moment de reporting. Donc, quelques points importants à souligner en lien avec les publications. Donc, vraiment, ne pas oublier de vérifier la mention du soutien de l'Union européenne parce qu'il y a pas mal d'oublis que nous avons constatés. Donc, dans chaque article scientifique, donc chaque question de communication, donc il doit y avoir cette mention du soutien européen. Et aussi, donc, il y a eu pas mal de confusion de la part des lauréats concernant la date de soumission des publications parce que il y a un cas qui est assez courant quand les lauréats, en fait, ils soumettent la publication avant le démarrage de leur projet PRFP, mais la publication, ils sortent en fait après le démarrage du projet et du coup, ils nous soumettent dans le cadre de leur reporting, mais en réalité, c'est la publication qui a été rédigée et soumise avant le projet PRFP et c'était juste qui ne devrait pas apparaître dans la liste des publications soumises pour le projet. Donc, c'était juste vraiment l'information que nous a eue. Donc, la liste des publications, on a dû la rebalayer et c'était juste la confusion qui est assez courante parmi les lauréats. Donc, il ne faut pas hésiter à expliciter ce point lors de la communication vis-à-vis des chercheurs. Donc, voilà. Et aussi, donc, peut-être le dernier point à souligner, c'est durant le suivi de contrat de travail, parce que nous avons constaté qu'il y a eu pas mal d'émissions en raison de l'obtention de postes permanents dans la plupart des cas. Et il y a aussi des chercheurs étrangers qui sont partis parce qu'ils ont, par exemple, obtenu notre financement européen. Mais à ce stade, nous avons eu 16 démissions sur 53 projets, dont 12 démissions des lauréats qui ont obtenu des postes permanents dans leurs établissements d'accueil. Donc, après, c'est un point plutôt positif parce que c'est vraiment le développement des carrières des chercheurs qui est un des objectifs du programme PRFP. Donc, je vous remercie de votre attention aussi pour avoir des contacts et donc